Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous amener sur un terrain que l'on n'aborde pas souvent en entreprise, mais qui pourtant façonne en profondeur nos comportements au travail. Il s'agit de l'enfant intérieur. Alors derrière nos postures professionnelles, derrière nos compétences et nos responsabilités, elles se cachent souvent des programmations précoces, héritées de l'enfance, et qui influencent encore aujourd'hui notre manière d'interagir, de collaborer, ou même de gérer un conflit, ou même tout simplement de prendre des décisions. Alors pourquoi certains collaborateurs se comportent-ils comme des bons élèves, toujours en quête de validation? Pourquoi d'autres adoptent-ils une posture de rébellion ou de retrait? Pourquoi certains managers endossent-ils spontanément le rôle de sauveur? Alors ces scénarios ne sont pas le fruit du hasard, ils trouvent souvent leur origine dans nos histoires personnelles. Vous savez, quand on est enfant, petit enfant. Et dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce que recouvre la notion d'enfant intérieur, comment nos programmations précoces se rejoignent en entreprise, quels sont les freins, mais aussi les forces, et enfin comment réconcilier l'adulte professionnel et l'enfant intérieur pour grandir individuellement et collectivement. Donc je suis très heureux de partager cet épisode avec vous, qui va certainement parler à bon nombre d'entre vous. Moi en tout cas, ça me parle depuis des années, et pour avoir expérimenté aussi tout un travail sur moi autour de ça, j'ai pu en mesurer les effets concrets. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet épisode et de cet enfant intérieur. Alors avant de commencer, on va revenir aussi à des références, parce que c'est pas un concept qui date d'aujourd'hui, hein. Ça revient dans le domaine de l'entreprise au travers du prisme du développement personnel, mais c'est un concept qui existe depuis longtemps. Alors, on va commencer par ça. Alors, le terme d'enfant intérieur, c'est aujourd'hui populaire en développement personnel, mais il plonge ses racines dans la psychologie. Et le premier, qui en a parlé, c'est, je suppose que vous le connaissez tous, c'est Carl Gustav Jung. Et l'enfant, chez Carl Gustav Jung, c'est un archétype universel. Alors il incarne à la fois la spontanéité, l'innocence, l'insouciance, la créativité, mais aussi, et surtout, la vulnérabilité et les blessures profondes. Parce que pour Jung, entrer en relation avec son enfant intérieur, c'est comme retrouver cette capacité de renouvellement et d'authenticité, mais aussi, et ça je sais que c'est difficile pour beaucoup, pour moi le premier aussi, hein, c'est aussi accepter ses fragilités. Et on est dans un monde aujourd'hui où on est dans des mondes excessifs, où on ne parle pas de nos fragilités, ou alors on va en parler à l'excès dans des aspects démesurés. Donc c'est quelque chose de très important, la notion de fragilité. Alors d'autres auteurs comme Alice Miller ou John Bradshaw, eux, ils ont montré que cet enfant intérieur est en réalité la mémoire émotionnelle de nos premières expériences de vie. Et c'est cette part de nous qui a enregistré très tôt la manière dont on pouvait être aimé, reconnu, valorisé, ou au contraire négligé ou jugé. Alors aujourd'hui, la science a évolué, a avancé, et les neurosciences confirment tout cela. On sait aujourd'hui que dès les premières années de vie, notre cerveau est dans une phase de plasticité extrême. On appelle ça la plasticité neuronale. Et nous enregistrons tout sans filtre critique. Alors il y a des travaux comme ceux de John Bowlby, je suis désolé pour la prononciation, et Mary Ainsworth, qui ont travaillé eux sur l'attachement et ont montré que la sécurité ou l'insécurité affective vécue dans l'enfance marque profondément nos manières de réagir au stress, et aussi nos manières de chercher du soutien ou d'oser prendre des initiatives.
Donc en d'autres termes, l'enfant intérieur, ce n'est pas qu'une image poétique ou fantaisiste. C'est vraiment une réalité psychologique et neurologique. Donc il vient, l'enfant intérieur, et il vient de toute façon, qu'on le veuille ou non, avec nous, jusque dans nos bureaux. Donc ça, c'est déjà important à prendre en compte. Alors, justement, maintenant on va rentrer dans le concret. Justement, quand l'enfant intérieur, il s'invite au bureau. Donc chaque matin, lorsqu'on franchit la porte de notre entreprise, on imagine, et souvent on a cette petite voix qui nous a dit laisse le côté perso derrière toi et tes histoires personnelles derrière toi, et laisse-les à la porte de l'entreprise, et puis tu les reprends le soir en repartant. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Nous sommes un être humain avec notre histoire, nos vécus émotionnels, et que ça soit dans le domaine personnel et professionnel, tout se rejoue. Tous nos schémas antérieurs se rejouent. Et voilà, donc quand on arrive dans l'entreprise chaque matin, nos histoires personnelles, qui sont très loin pour certains, nous accompagnent silencieusement. On va prendre quelques exemples pour bien comprendre. Le collaborateur qui recherche constamment, par exemple, la validation et l'approbation de son manager. Eh bien, lui, il rejoue souvent le rôle de l'enfant bon élève, celui qui devait ramener de bonnes notes à l'école, des bonnes notes de l'école, pardon, pour être reconnu. Autre exemple, celui qui évite les conflits à tout prix ou qui se fait oublier en réunion. C'est parfois l'enfant qui a appris à se faire petit pour ne pas déranger. Ou alors un autre exemple, celui qui se place systématiquement en sauveur, qui prend la charge de tous les problèmes. C'est souvent l'enfant qui a dû protéger ou porter trop tôt des responsabilités familiales. Puis un petit dernier exemple pour finir, pour la route, est celui qui conteste sans cesse. Voilà, le collaborateur conteste sans cesse, qui s'oppose à toute décision. Ça rappelle l'enfant rebelle, celui qui a trouvé dans la résistance un moyen d'attirer l'attention et d'exister. Dans toutes ces dynamiques, l'analyse transactionnelle, peut-être certains connaissent, d'Eric Berne, les a bien illustrées. Donc nous oscillons entre nos états de parents, adultes et enfants, et bien souvent, un peu dans le tumulte, dans le feu de ces interactions professionnelles, c'est notre enfant intérieur qui prend le dessus sans que nous en ayons conscience. Il faut aussi savoir que dans nos comportements, seulement 5% de notre conscience intervient. 95% de notre inconscient intervient dans nos comportements. Donc c'est important à comprendre, et dans nos conditionnements, dans notre inconscient, on a cet enfant intérieur qui est là, en toile de fond, qui vient recharger des mémoires émotionnelles, rattachées à des contextes et des situations qu'il connaît, et pour lesquelles il est sécurisé, pour le coup. Et donc il vient réactiver, à la faveur de ces mémoires émotionnelles, des comportements qu'on a en pilote automatique, en quelque sorte. Donc ça, c'est super important à comprendre. Alors bien évidemment, mais ces programmations peuvent devenir des freins aussi. Donc ces scénarios précoces peuvent être précieux, comme par exemple la loyauté, la créativité, le sens des responsabilités, mais lorsqu'ils nous contrôlent, qu'ils deviennent obsédants, et parfois ils deviennent des freins. Alors ça peut se traduire par des difficultés à s'affirmer, de l'auto-sabotage, une suradaptation permanente, ou encore, souvent on entend parler de plus en plus dans les entreprises, le syndrome de l'imposteur. Donc les recherches en psychologie, alors à la fois cognitive et développementale, ça montre que ces programmations influencent la façon dont nous traitons l'information et prenons des décisions. Et ça renvoie aussi à la fameuse construction des biais cognitifs. Voilà. Vous savez, j'en ai parlé dans des précédentes émissions, les 180 biais cognitifs qui peuvent exister, où on voit une situation au travers du filtre de nos biais cognitifs. Donc on perçoit la réalité d'une certaine manière, qui peut être complètement différente et qui est complètement différente de d'autres personnes.
Donc ces recherches en psychologie cognitive et développementale, elles ont mis en évidence que ces programmations influencent la façon dont on traite l'information. Les travaux de Daniel Kahneman, notamment, reprennent ces éléments sur les biais cognitifs et rappellent que nos automatismes de pensée sont souvent hérités de conditionnements anciens. Donc lui aussi, Daniel Kahneman l'a mis en évidence. Donc en entreprise, tout ça, ça peut peser lourd. Un collaborateur qui doute constamment de lui, un manager qui contrôle excessivement, une équipe qui reproduit des schémas de dépendance. Donc on voit que ce sujet, loin d'être de la simple poésie, on est vraiment sur des choses très très importantes et fondamentales pour comprendre les relations humaines et souvent les problèmes interpersonnels, interrelationnels qu'on peut imaginer et qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises. Donc, ça peut être une clé intéressante de passer par la compréhension de cette mécanique de l'enfant intérieur pour transformer cette relation à l'enfant intérieur, justement. Alors, comment on fait pour transformer cette relation à l'enfant intérieur? Et notamment pour ne plus être piloté par ces scénarios, par ces schémas anciens. Mais le psychologue Carl Gustav Jung parlait du processus d'individuation. Et l'idée derrière ce processus, c'est d'apprendre à intégrer toutes les parties de soi, et notamment, y compris son enfant intérieur. Alors on peut se dire, mais concrètement, ça passe par quoi? Alors déjà, la prise de conscience que reconnaître que ces dynamiques existent. Ça, c'est une première chose. De savoir comment ça fonctionne, déjà. Ensuite, le travail thérapeutique ou de coaching peut être intéressant, avec notamment des TCC, des techniques cognitives comportementales, pour identifier les croyances limitantes. Le MDR, pour retraiter les souvenirs douloureux, par exemple. L'EFT ou l'IFS, pour dialoguer avec ces différentes parts intérieures. Puis on a aussi, si on va aller un petit peu plus loin, la kinésiologie aussi, qui aide avec l'approche psychocorporelle, à interroger, à aller décoder ces parts émotionnelles qui sont limitantes et les déprogrammer. Il y a le contexte professionnel aussi, accompagner un manager à comprendre pourquoi il endosse toujours le rôle du sauveur, à l'aider à déléguer davantage, ou aider un collaborateur qui n'ose pas prendre la parole à recontacter ses forces intérieures. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que nos schémas de pensée sont aussi liés à des zones d'activation cérébrale. Et à la faveur de la neuroplasticité, même si elle est moins, je ne sais pas comment dire, tonique, ou même que quand on est quand on est petit, elle est quand même là. Et on peut la mobiliter, cette neuroplasticité cérébrale, pour recréer d'autres schémas de pensée, d'autres limites, d'autres limites, d'autres zones de vision du monde, ouvrir à d'autres perspectives. Et ça, c'est intéressant. Et tous ces outils et le coaching peut aussi amener à dynamiser, stimuler l'activation de ces nouvelles zones cérébrales et donc de recréer de nouveaux schémas pour remplacer ces anciens schémas qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être, qui ont servi en un temps dans la construction du collaborateur, de l'individu, mais qui aujourd'hui, dans son évolution, n'a plus lieu d'être et a besoin d'être dépassé. Donc en somme, ce travail, ça permet de passer du mode réaction inconsciente à une posture plus libre, plus mature, plus consciente, justement. Et puis derrière l'enfant intérieur, il y a une force créative en entreprise. Et oui. Ce n'est pas l'enfant intérieur, ce n'est pas que une source de blessure. Et souvent, on associe à ça, et souvent dans le développement personnel, parce qu'on est dans une démarche thérapeutique, aussi, pas que thérapeutique exclusivement, mais ça peut aussi venir là-dessus, on associe l'enfant intérieur à un travail sur les blessures. Mais c'est aussi, et c'est important de le voir, la source de notre créativité et de notre innovation. Parce que c'est lui
qui va nous stimuler chaque jour, qui va nous permettre de jouer, d'imaginer, de créer sans se censurer. Voilà. Et ça, c'est important. C'est ce que nous voyons dans les méthodes comme... alors moi, j'ai eu la chance d'être formé là-dessus et c'est très intéressant, on le voit bien. C'est sur le design thinking, qui est une méthode qui permet de stimuler le processus créatif et d'innovation, en se focalisant notamment sur des éléments qu'on retrouve dans le concept d'enfant intérieur. Il y a aussi la gamification, le serious game, qui utilise l'univers de l'enfant intérieur, l'univers virtuel, créatif, qui permet de réactiver des mécaniques et qui va volontairement laisser la place à la part de l'enfant pour libérer en gros son imaginaire et stimuler l'imagination collective. Donc chez Jung, l'archétype de l'enfant, c'est aussi celui du renouveau, de la régénération. Et ça, cette notion, elle n'est pas suffisamment prise en compte, et pourtant elle est super efficace pour les organisations, parce que aujourd'hui, une organisation, elle a besoin d'être en constante stimulation pour innover, changer de vision, amener un autre regard sur ses activités. Donc il rappelle aussi que même dans un environnement professionnel exigeant, nous avons besoin de garder cette part d'émerveillement, de jeu et de curiosité. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi on parle souvent de QVCT, hein, de bien-être au travail, de qualité de vie et conditions de travail. Mais souvent, ça peut être intéressant d'avoir des temps dans le travail pour stimuler ce côté du jeu. Alors ça peut paraître anecdotique, mais avoir des jeux, on a des entreprises comme Google ont fait, d'autres structures, jouer au baby-foot, faire du beach volley, du ping-pong, pour activer cette zone-là de l'enfant intérieur. C'est tout sauf anodin. Au départ, on a cru que c'était juste pour se déstresser, alors oui, ça a un facteur anti-stress, mais aussi ça permet de stimuler la créativité. Et on sait que les entreprises de la Silicon Valley sont très productives, dans la création de nouveaux concepts. Et ça, c'est un levier intéressant avec l'enfant intérieur de créer ces espaces de jeu. Mais ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Il y en a qui font du théâtre aussi, des mini-scènes, donc qui vont simuler et créer des temps de pause où ils vont jouer un rôle. Et ça, c'est important d'aller chercher cet enfant intérieur. Alors, l'autre chose que je voulais évoquer vers vous, c'est à la faveur de tout ce qu'on s'est dit, mais aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus conscientes que la QVCT, la santé mentale, le bien-être au travail ne sont pas accessoires mais stratégiques. Et reconnaître l'enfant intérieur, c'est admettre que les collaborateurs ne sont pas seulement des ressources, mais des êtres humains avec une histoire, avec des forces et aussi parfois des fragilités. Et ça, c'est important de ne pas l'occulter. Et ces vécus, ces schémas, ces différents biais et ces différentes perceptions, ces biais cognitifs et ces différentes perceptions de la réalité créent une richesse. Et le fait d'aller chercher notamment ces ressources autour de l'innovation, de la créativité via l'enfant intérieur, ça peut être vraiment très porteur pour les entreprises. Donc moi, dans ma vision de capital humain 3.0, dans une forme de capital humain conscient, je crois que l'avenir de la fonction RH et managériale est justement d'intégrer cette dimension invisible pour construire des environnements où on peut à la fois performer et s'épanouir. Ça, c'est pour moi la clé. C'est vraiment fondamental. Alors, nous avons vu que nos comportements en entreprise, pour conclure, sont bien souvent guidés par des scénarios précoces. L'enfant intérieur peut parfois nous freiner, mais il peut aussi nous inspirer. Alors, en le reconnaissant, en le soignant, en lui redonnant sa juste place, nous pouvons transformer nos postures professionnelles et développer une maturité nouvelle. Alors maintenant, je m'adresse à vous. Que rejouez-vous parfois au travail? Est-ce que c'est plutôt l'enfant rebelle, le bon élève, le sauveur, ou peut-être l'enfant créatif, capable d'imaginer l'entreprise de demain? Alors moi, je vous invite à partager vos réflexions sur LinkedIn
et à continuer cette conversation, car c'est ensemble que nous pourrons faire évoluer nos organisations vers plus de conscience et d'humanité. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter en message privé, nous pourrons échanger et partager nos visions et aller beaucoup plus loin. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur Capital Humain 3.0. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.